RMC. Der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn! Und da ist gekommen dieser eine Moment für Mario Götze. Müller! Und das Tor! 1:0 für Deutschland, 12. Minute! Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Tor für Deutschland! RMC, After Allemagne. Jérôme Sillon. Salut à tous, merci d'écouter l'After Allemagne, votre nouveau podcast RMC. Chaque semaine, on vous emmène à la découverte des clubs, des joueurs et des histoires du football allemand. Pensez à vous abonner à la chaîne de l'After Allemagne pour ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas non plus de donner une note. Comme chaque semaine dans l'After Allemagne, j'accueille notre drôle de dame allemande, Polo Breitner. Wie geht's, Polo? Eisern, Herr Sillon, comment allez-vous? Moi ça va très bien. Ça va très bien. Pourquoi ce Eisern? Quand on est membre de l'Union Berlin, on ne dit pas Guten Tag, on ne dit pas Guten Morgen, on dit Eisern. Alors on va dire Eisern à notre invité du jour, le milieu de terrain français de Union Berlin, Lucas Touzard. Eisern, Lucas. Eisern. bonsoir à tous. Ça te parle cette façon d'accueillir, enfin de saluer les gens? Ah oui, c'est emblématique ici à Union, donc ouais, je connais bien cette formule. Bon, et puis la langue allemande n'a plus de secret pour toi maintenant que tu vis en Allemagne depuis 4 ans. C'est vrai, ça commence à faire maintenant, donc ouais, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais maintenant non, tout se passe bien, je comprends tout et j'ai de plus en plus de facilité à parler, donc c'est super. Je t'ai pas encore vu donner d'interview en allemand par contre, Lucas. Peut-être que je me trompe. Non, c'est vrai. Pour l'instant, je me maintiens à l'anglais, mais voilà, là, je suis en train de me perfectionner, et peut-être d'ici la fin de saison. Bon, c'est que Franck Ribéry donnait de très belles interviews en allemand sur la fin de sa carrière. Bon, lui, il était resté très longtemps. C'est vrai, j'ai la pression alors. Exactement. Lucas, on va prendre le temps de parler avec toi de la saison d'Union, de ton passage au Hertha et de ta vie outre-Rhin. C'est parti pour l'After Allemagne. Guten Morgen, Berlin. Du kannst so hässlich sein, so dreckig und grau. Du kannst so schön schrecklich sein, deine Nächte fressen mich auf. Es wird für mich wohl das Beste sein, ich geh nach Hause und schlaf mich auf. Und während ich durch die Straßen laufe, wird langsam schwarz zu blau. Allez, on démarre ce podcast After Allemagne en musique, Polo. Pourquoi ce choix aujourd'hui de Schwarz zu Blau de Peter Fox? Parce que ce fut un énorme succès, puis c'est un peu pour sortir des clichés à la Marlène Dietrich, etc. Bonjour Berlin, tu peux être si moche, si sale, si gris, tu peux être si merveilleusement terrible. C'est une chanson sur les nuits berlinoises qui peuvent parfois être dangereuses. C'est pour ça qu'il y a un passage où on parle de la soupe rouge qui coule sur l'asphalte, donc c'est la violence, etc. Mais c'est aussi une chanson sur les métaphores de ce qu'est Berlin aujourd'hui et ce qu'on espère qu'elle sera au petit matin, donc passer du noir au bleu. Donc c'est pour ça que j'adore cette chanson de Peter Fox. C'était un fabuleux succès en Allemagne. Est-ce que tu connais cette chanson, Lucas Touzard? Non, je ne connaissais pas, je découvre. Bon, tu habites en Allemagne, on le disait, depuis 4 ans et ton arrivée au Hertha. Est-ce que tu as le temps de te familiariser à la musique allemande? Et puis, quand on parle de musique allemande à Berlin, on parle surtout de la techno berlinoise qui a quand même été intégrée au patrimoine immatériel culturel de l'UNESCO au printemps dernier. Ouais, forcément, pas forcément la techno, mais dans le vestiaire, c'est vrai qu'on écoute, il y a forcément un peu de tout, même si, bon, pour nous à Union, c'est Jérôme Roussillon, mon coéquipier, le DJ du vestiaire, donc les sons sont un peu variés, mais oui, il y a forcément des sons allemands, et donc ouais. Je découvre à chaque fois. On laisse les Français aux platines dans les vestiaires d'Union. À Union, c'est comme ça que ça se passe, ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui vous met comme musique, du coup, Jérôme? Ah, il y a un peu de tout, hein. Après, il a des origines, enfin, il est des Guadeloupéennes, donc du coup, il y a pas mal de musique aussi de là-bas, donc, mais les Allemands aiment bien ça. Bon. Ton adaptation, évidemment, elle remonte un petit peu. Tu te plais, tu te considères un petit peu comme allemand, un petit peu aujourd'hui ou je pense qu'après, j'entame ma 5e année, là, donc c'est vrai que maintenant je commence à connaître, surtout que
On est resté tout le temps à Berlin. Donc maintenant, voilà, je me considère pas vraiment comme un vrai Allemand parce qu'on a toujours nos habitudes de Français. Mais franchement, on s'est très bien adapté à ce pays et il nous plaît beaucoup. Et ce qui est génial, donc c'est que voilà. t'as encore l'accent du Sud. Ça, c'est Ah, magnifique. mais ça partira jamais, je pense. Bon, et puis vivre à Berlin, je parle sous le contrôle de Polo. Polo, franchement, Berlin, c'est canon. Vivre à Berlin, c'est la classe quand même. Ah, mais si on aime l'histoire, Berlin, c'est extraordinaire, y compris dans les drames historiques, hein. Ce qui est important à comprendre, c'est que Berlin, c'est 7 fois la superficie de Paris. C'est une ville qui est polycentrique, c'est-à-dire qu'elle a différents centres. Donc on peut être évidemment à Charlottenburg et jouer à Union Berlin. Mais tout ça fait que, évidemment, il y a l'histoire qui parle, hein, l'ex-Allemagne de l'Est, etc., le mur, enfin ce qu'il en reste. Mais en fait, vous, en fonction de ce que vous aimez comme quartier, vous pouvez vivre là-bas. Et c'est moi ce que je trouve c'est extraordinaire. C'est d'ailleurs encore un rêve, même si je vieillis, d'aller vivre à Berlin et notamment Berlin-Est parce qu'il y a des choses tellement à découvrir, il y a vraiment de la place. Vous avez parlé des jardins, etc. Il y a le regard sur le 21e siècle, voire c'est la ville moderne par essence en ce moment, alors que c'est une ville évidemment qui a eu un passé assez tragique mais tellement riche. Ouais, l'histoire de Berlin, ça te parle aussi, Lucas? Tu allais voir le mur déjà? Ouais, depuis on a fait un peu toutes les visites et on en découvre encore. C'est vrai que c'est très varié en fait d'un point de vue d'un quartier à un autre. Il y a vraiment de tout et franchement c'est très agréable à vivre. Suivant ton style de vie et tout, il y a des quartiers plus pour les jeunes, voilà, il y a des quartiers plus pour les familles, donc c'est très varié et agréable à vivre parce que je pense que tout le monde y trouve son compte. Bon, et en termes de gastronomie, tu t'y retrouves aussi? Ça va. Je pense qu'il y a quelques progrès encore à faire pour arriver à la gastronomie française. Mais bon, il y a tellement comme on disait, il y a tellement de nationalités différentes qu'en fait, il y a des restaurants italiens, espagnols. Enfin, en fait, il y a un peu de tout. Tout le monde y trouve son compte. Ouais, c'est sûr que les bouchons lyonnais, il y en a un petit peu moins à Berlin. En revanche, pour nos auditeurs, tu as la meilleure adresse du Doner Kebab de Berlin, parce que c'est quand même une institution là-bas, on est preneur. Il y en a plusieurs, mais il faut prendre son mal en patience parce qu'il y a pas mal de queues. D'accord. Donc, tu les as en tête ou pas? Non? Non, en fait, après, il y en a un petit peu partout, mais maintenant, ça devient des chaînes. Et si vous voulez, après, vous pouvez y aller un petit peu dans différents quartiers, en fait. Bon. Mais il n'y a pas de tête comme ça, je sais. Ouais. Le nom, je l'ai pas. À consommer avec modération quand on est joueur de foot professionnel, évidemment. Polo, on parle de Luka et de Union. Ça donne quoi depuis le début de la saison, Polo, Union Berlin? Bon, après une année extrêmement compliquée, évidemment, Union s'est sauvé lors des arrêts de jeu de la dernière journée en Bundesliga, a vécu un traumatisme en Ligue des Champions. C'était la fin du miracle permanent, le départ de notre Halbgott, notre demi-dieu Urs Fischer, évidemment. Ça va mieux cette saison, en tout cas au niveau des points. Dans le jeu, c'est encore compliqué. L'animation offensive, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on sent qu'on a oublié un petit peu ce qui s'est passé la saison dernière. La première mi-temps contre Offenheim le week-end dernier était plus que satisfaisante par rapport au niveau de jeu affiché. Maintenant, ne nous emballons pas en tant que Mitglied de Union Berlin. La seule chose que je souhaite, c'est une année tranquille. Tu vois, je ne cherche pas des choses merveilleuses. Je veux juste qu'on se stabilise pour la 6e année en Bundesliga, ce qui est déjà extraordinaire pour un petit club comme Union Berlin. Mais voilà, j'espère que les projets, surtout de stade, d'agrandissement du stade, de passer de 22 000 à 37 000 vont augmenter, que les comptes vont être bons, etc. Et que Lucas va nous faire une formidable saison. Ouais, parce qu'on t'appelle Lucas, évidemment, en Allemagne, Lucas Tousart. Bon, ton regard, toi, sur ce début de saison d'Union? Ça a été très bien résumé. C'est vrai que l'année dernière a été plutôt turbulente. Moi, je venais d'arriver, donc j'ai découvert le club. Mais voilà, ça a coïncidé à une période plus compliquée. Je pense que le club, l'équipe a laissé beaucoup de plumes avec la Ligue des Champions. Et derrière, en championnat, ça a été plus compliqué. On a eu une série de défaites qui a, en fait, l'année dernière, qui a installé le doute au sein de l'équipe. Et derrière, pour renverser cette situation, ça a été compliqué. Mais on a réussi à se sauver à la fin et voilà, sur le gong.
Donc voilà, ça c'était déjà un gros soulagement pour tout le monde. Et cette année, on est reparti avec un nouveau coach, des nouvelles idées. Voilà, c'est une saison un peu, je pense, de transition pour le club. Après des années de réussite, voilà, donc il y a des nouveaux enjeux. Donc ouais, je serais plutôt partisan aussi de dire une saison plus tranquille, plus calme, parce que les saisons ont été turbulentes, on va dire, jusqu'à présent. Après, bon, Donc, jouer la Ligue des Champions, c'est plutôt une turbulence positive quand même. tout à fait, tout à fait. Mais j'avais une interview aussi et on comparait à Brest un peu cette saison en Ligue des Champions. Et c'est vrai qu'il faut avoir l'effectif pour la jouer, cette Ligue des Champions. Et je pense que bon voilà, même si c'est des matchs de gala, tout ça et tout, il y a certains joueurs qui peuvent privilégier ce genre de rencontres, voilà. Et puis un peu plus se laisser aller, on va dire, sur des matchs de championnat. Or la Bundesliga, ça pardonne pas. Et quand tu mets un peu moins d'ingrédients dans les matchs, t'es vite sanctionné. Donc, et ce qui fait vivre un club, c'est le championnat, c'est pas une Ligue des Champions. Donc Lucas, voilà. Lucas, excuse-moi, j'ai une question parce que évidemment. T'excuses moi, pas, je suis Polo. Non, On mais est là pour poser je des suis- questions à Lucas. Non, mais je suis très heureux. Je suis très heureux qu'un joueur du niveau de Lucas soit à Union Berlin. Moi, j'ai connu les divisions amateurs, donc tu sais, je vis un rêve permanent. L'année dernière, rappelle-toi, après les 2 premières journées, Union avait gagné ses 2 matchs 4-1. Les 2 premières journées. Oui. Et ensuite, il y a eu cette série dramatique, terrible, je n'arrive pas à le comprendre. D'ailleurs, en Allemagne, on ne veut pas trop l'expliquer non plus. Des 13 défaites, toutes compétitions confondues à la suite, qui sont inexplicables parce que c'était faut rappeler que l'Union, depuis son accession à la Bundesliga, vit un miracle permanent. C'est-à-dire, c'était sa 3e compétition européenne, Europa Conference League, Europa League, puis ensuite la Ligue des Champions. Fin octobre, début novembre, je me rappelle plus, enfin, Urs Fischer était encore là, j'ai été parti interviewer Capitano Trimmel, l'Autrichien là-bas, où il me disait on savait qu'à un moment ça allait arriver, mais on ne sait pas comment s'en sortir, on ne sait pas comment expliquer ce qui va se passer, à quel moment ça va arriver, le fait qu'on est au-dessus de ce qu'on est théoriquement en train de performer. Et comment vous l'avez vécu, vous ensemble, les nouveaux qui sont arrivés, donc je pense à Gossens ou différents joueurs, est-ce qu'on vous a, entre guillemets, fait comprendre que vous étiez les responsables ou pas, ou est-ce que ça a changé dans l'ADN de l'équipe ou des choses comme ça? Non, on ne s'est pas senti. Ça a été compliqué à vivre pour tout le monde cette période-là. Ouais, comme tu l'as dit, en fait, on avait gagné les 2 premiers matchs assez largement. Et puis derrière, en fait, les premiers résultats sont. Il y a un peu sur certains matchs un manque de chance et tout, mais on sent vraiment que voilà, on rentre dans une spirale où on ne sait pas comment l'arrêter. Et franchement, de match en match, au début, il y a ce match au Real qui nous fait du mal, où on prend le but à la dernière minute et on se dit waouh, mais c'est quand que ça va s'arrêter? Et puis on n'arrivait pas. Du coup, on a fait plein de réunions entre nous, plein de choses. Et puis c'était un peu la première fois qu'il y avait quelque chose qui se passait mal, on va dire, sur les dernières années pour l'équipe et pour le club. Nous, les nouveaux joueurs, non, on n'a pas senti forcément de pression particulière, ou voilà, parce que on nous a pas rejeté la faute, parce que c'est vrai il fallait déjà qu'on imprègne les principes de jeu du coach Fischer. Et puis il y avait des enjeux importants aussi, mais non, ça nous a pas déstabilisé, en tout cas pour moi. On était tous on essayait tous de trouver une solution pour qu'on puisse sortir de cette mauvaise spirale. Bon, en tout cas, le début de saison est plutôt réussi. Invaincu avant la 5e journée, qualifié pour le 2e tour de la Coupe d'Allemagne. Qu'est-ce qui a changé en ce début de saison? Quel a été le discours et quelle est la philosophie de Bo Svensson, le nouvel entraîneur? Déjà revenir à des principes qui lui sont forts, et je pense qu'ils ont fait aussi sa réussite à Mayence. Donc ils ont essayé, ton équipe de staff, de nous inculquer ça dès les premiers entraînements de la préparation.
Voilà, pour l'instant, c'est plutôt bien rentré. Ça demande pas mal de transitions. Bon, après ça, en Allemagne, on est habitué à force d'efforts et de pressing à la perte. Donc, c'est en train, voilà, petit à petit, c'est en train de s'installer dans l'équipe. Et c'est vrai que cette année, bon, mais sur les premiers résultats, ça va beaucoup mieux. Voilà, maintenant, il faut qu'on confirme sur la durée, mais en tout cas, on sent que on est plus serein. Et puis ouais, il y a un calme qui est revenu dans l'équipe après la saison dernière qui était turbulente. Donc, ouais, on est plus confiant. Et puis ouais, le nouveau coach, forcément, ça insuffle un nouveau souffle. Donc, c'est toujours bon à prendre pour une équipe qui était restée des années et des années avec le même coach. Je pense que peut-être qu'un changement à un moment donné, voilà, même si Urs Fischer a fait des choses vraiment incroyables dans ce club, peut-être que pour certains joueurs, c'était aussi l'occasion d'écrire une nouvelle page. Et toi, Polo, quel regard tu portes sur ce début de saison d'Union ? Encore une fois, on sort d'une saison assez dramatique que beaucoup de personnes, d'ailleurs je parle de la presse allemande, n'a pas envie forcément d'analyser. Moi, encore une fois, on est dans des logiques de miracles permanents, même si l'année dernière, Union a réalisé 175 millions de chiffre d'affaires, ce qui doit être quand même 3 fois ou 3 fois et demi le chiffre d'affaires de Brest, hein, n'oublions pas. Donc, c'est la plus grosse, il ne faut pas oublier ce qui vient de se passer, c'est la plus grande croissance économique réelle, donc sans aide de mécènes, de l'histoire de la Bundesliga. Quand tu es de l'ex-Allemagne de l'Est, historiquement, que tu as des problèmes d'infrastructure, etc., qui est toujours d'ailleurs un des problèmes d'Union Berlin, et que tu réussis à aller en Ligue des Champions aussi rapidement, il est évident que ça pose des problèmes dans les infrastructures. Dans les infrastructures, moi je m'en suis rendu compte quand j'étais à Berlin, c'est dans le personnel. Je ne parle pas là du sportif, on n'a pas forcément les compétences pour vivre en Ligue des Champions, on n'a pas forcément les habitudes de certains clubs qui sont toujours en Ligue des Champions. Vous avez un public merveilleux, 22 000 places, c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui, pour avoir une place, il faut aller faire passer à une loterie. Il faut une loterie. Hein, c'est pour ça qu'on va augmenter le stade à 37 000 places. Et tout ça a été difficile à gérer. Donc peut-être que le club, dans un certain sens, a pris un peu le boulard, a pris un peu la grosse tête et qu'il faut revenir à des fondamentaux plus simples. La seule chose que je reprocherais aujourd'hui, et là c'est tactiquement, c'est que Urs Fischer a imprégné le 3-3-2-2 pendant des années à Union Berlin. On est en train de varier un petit peu avec Bo Svensson, mais peut-être qu'un jour, il faudra une coupure radicale avec cette défense à 3 pour passer, j'ai envie de dire, dans un jeu un peu plus habituel de ce qu'on peut voir en Europe. Moi, c'est un peu ce que j'en veux, parce que encore une fois, on pourrait mettre une statue à Urs Fischer. Il faut se rendre compte de ce que le Suisse a fait à Union Berlin et on pourrait très bien lui construire une statue. Mais le problème, c'est l'héritage. C'est-à-dire que derrière, les nouveaux coachs qui arrivent, quels qu'ils soient, pour moi, ils sont tous compétents. Après, ça passe pas avec le vestiaire, etc., ou avec les joueurs. Donc, il faut changer un petit peu petit à petit. Mais il y a un moment, il faut peut-être être un peu plus radical. Et c'est ce que j'attends. Bo Svensson, de mon point de vue, là, je suis d'accord avec Lucas, a tout à fait l'ADN de Union Berlin. Ensuite, évidemment, être à 8 points après 4 journées, moi, je prends tout de suite. Hein. C'est pas problématique. Mais, s'il vous plaît, une saison tranquille. À titre personnel, toi, Lucas, comment tu juges ces premiers mois, cette saison avec Union ? 2 titularisations en Bundesliga lors des 2 premières journées, et après tu es resté sur le banc, c'est ça, en J3 et J4 ? Ouais, c'est ça, exactement. Non, on a fait une bonne préparation. Les matchs amicaux étaient intéressants. Bon, c'est toujours des moments où, quand il y a un nouveau coach qui arrive, forcément, il veut voir le maximum de joueurs. Donc il y a le temps de jeu est réparti. Non, après, c'était, ouais, le contenu, c'était pas. Alors, sur les premiers matchs, on a obtenu des points, mais c'était pas vraiment ça dans le contenu, on n'y était pas et voilà. Après, on a fait le match nul à Leipzig en étant très solide défensivement et bon là sur ce week-end là contre Hoffenheim, on a fait vraiment une bonne première mi-temps en termes de contenu. Ça a été très bien, mais malheureusement on s'est un peu endormi en seconde mi-temps et ça a été plus compliqué. Mais pour l'instant, ouais, c'est vrai qu'au niveau on nous aurait dit ça après une saison délicate la saison dernière, on aurait dit qu'au bout de 4 journées,
on avait 8 points, on aurait tous signé. Donc bon, voilà, sur le point de vue comptable, c'est très bien. Maintenant, voilà, après, il faut qu'on arrive à mettre un peu plus d'ingrédients dans nos matchs pour que ce soit plus consistant et puis que ça, voilà, sur la durée, on continue à engranger des points. Et sur tes prestations à toi, voilà, est-ce que tu te plais dans ce système de jeu? C'est vrai que ça a été. Moi, j'ai découvert Union l'année dernière, donc c'est vrai que bon, j'étais habitué à la Bundesliga et tout, mais c'est vrai que ça demande forcément un temps d'adaptation quand on arrive à Union. La saison dernière, voilà, j'ai eu une période un peu creuse, un petit peu en première partie de saison. Et vraiment, j'ai pris mon temps de jeu et puis j'ai su réaliser des matchs intéressants sur la deuxième partie de saison. Voilà, ce qui m'a permis d'enchaîner les titularisations. Sur ce début d'année, c'est vrai que on est pas mal au milieu quand même dans ce nouveau système-là, surtout qu'il n'y a que deux joueurs. Donc les premiers matchs ont été un peu compliqués. Après, on est quand même gagné contre Sampaoli, mais depuis 2 matchs, c'est vrai que je suis un peu sur le côté. Bon, après, c'est le foot, ça va vite, ça tourne. Donc voilà, à moi de continuer à travailler et puis j'aurai ma chance de revenir dans l'équipe. Après, comme je vous ai dit, on est dans un système où au milieu de terrain, ça demande. C'est un peu différent de ce que j'avais pu connaître avant. Et ça demande un peu de s'adapter dans son rôle et dans ce que je dois apporter sur le terrain. Polo, ça vaut quoi l'effectif d'Union cette saison? 10e, 12e. Le problème, enfin c'est pas un problème, c'est qu'il n'y a que 18 clubs. Luca l'a dit, on peut très bien vite descendre, mais on peut vite aussi aller chercher une place en Europe. C'est-à-dire que, rappelons cette année, grâce aux bons résultats allemands en Coupe d'Europe l'année dernière, il y a 8 clubs allemands qui sont en Europe cette année. Donc 8e, c'est possible pour l'Union. 12e, ça serait logique. J'aimerais bien qu'on descende pas en dessous. Normalement, il y a 3 équipes au minimum qui sont largement en dessous. C'est Bochum et les deux promus, St. Pauli et Holstein Kiel, qui sont nettement en dessous. Normalement, c'est une année qui doit être tranquille, surtout quand on prend 8 points après 4 journées. Mais Luca dit quelque chose de très juste. Moi, c'est la densité des milieux de terrain à Union qui fait qu'il y a une concurrence qui est extraordinaire et très forte. C'est difficile de sortir Rani Khedira qui est devant la défense. Il y a Haberer, évidemment, même s'il le met sur le côté droit pour l'instant, parce qu'il y a beaucoup de blessés en piston droit. C'est Schaeffer, moi, que j'adore, et quasiment systématiquement titulaire. Et après, tu te dis, est-ce que tu mets Luca, est-ce que tu mets d'autres joueurs, est-ce que Benech qui est arrivé, etc. Ou est-ce qu'on met... Mais il y a la même chose devant les attaquants. Il y a 8 attaquants pour 2 places, voire 2 places et demie. Donc c'est très compliqué en fait d'être dans le 11 de départ. Et il va pas falloir rater non plus le départ et le bon wagon, hein, parce que c'est délicat à ce niveau-là. Mais c'est encore une fois, ça montre ce qu'est devenu Union Berlin au niveau de son effectif. Et ça montre surtout ce que sont les effectifs de la Bundesliga. C'est pas facile pour être dans le 11 de départ. Ouais. Sur l'effectif d'Union, Lucas, pour ceux qui peuvent ne pas connaître forcément très bien l'effectif d'Union, quel est le joueur le plus fort? Bonne question. Le plus fort. Celui qui t'impressionne le plus? Bonne question. Disons que l'année dernière, on avait le petit Brandon Aronson. Je dis le petit, l'américain. Ouais, l'américain. Et vraiment qui était très impressionnant. Cette année, Jordi Sibacheux, pour l'instant, il n'a pas été encore récompensé par des buts. Il a été prêté l'année dernière à Gladbach, mais là, il est revenu avec une autre détermination et pour l'instant devant, franchement, dans sa capacité à garder les ballons. Voilà, son jeu de déviation aussi, il sert beaucoup à l'équipe et surtout dans notre style de jeu. Et ça va être vraiment un élément important, je pense, de notre saison. Ton meilleur camarade? Jérôme Roussillon. Ouais.
La connexion Ouais, française. la connexion, on se connaissait déjà un petit peu quand il était à Montpellier. Moi, j'étais encore à Lyon, donc on jouait contre. Donc, ouais, c'est vrai que. Et puis, ça facilite entre Français, forcément. Et puis, non, j'ai découvert une belle personne. Ouais. Alors, on va parler aussi de ton passage au Hertha, puisque tu y étais encore avant l'été 2023. D'abord, Polo, Union Hertha, deux clubs amis, deux clubs ennemis? Ah, c'est là où l'histoire s'altère, où les nouvelles générations ne lisent pas les bons bouquins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle adversité, c'est ce qu'on appelle le Hauptstadt-Derby, c'est-à-dire le derby de la capitale, entre Hertha Berlin et Union. Mais historiquement, ce sont deux clubs amis. Lors de la séparation entre la RFA et la RDA, n'oublions pas que les ultras du Hertha Berlin allaient passer le mur, justement au sens propre du terme, pour aller s'associer avec ceux d'Union Berlin, pour aller se friter, excusez-moi l'expression, contre les ultras du Dynamo Berlin, le club de la Stasi. C'est-à-dire que c'est très important parce que c'est l'ADN d'Union Berlin. Union Berlin est un club dissident, est un club qui n'était pas aimé par le système communiste. Et d'ailleurs, le système communiste lui faisait payer en lui payant très peu d'infrastructures, etc. Et donc, c'est un club qui était un petit peu une forme de troisième voie entre le système communiste, entre le capitalisme. Il vivait d'une façon très différente. On disait beaucoup de choses à l'époque sur ce club-là. Et aujourd'hui, au nom, souvent pour des raisons commerciales, le derby, il y a des petites choses qui se passent qui ne sont pas normales, loin de l'historique entre ces deux clubs. Et moi, je ne trouve pas ça tout à fait normal. Par exemple, moi, j'ai des amis au Hertha Berlin qui ne comprennent pas le transfert de Lucas du Hertha à Union. Je dis, mais les gars, regardez, en 1990, il y a eu le match de la réunification, c'était entre le Hertha et Union et tout ça. Lorsqu'on a fêté les 30 ans de la réunification, c'était entre le Hertha et Union. Toutes ces choses-là font que, si tu veux, la vérité historique s'altère beaucoup aujourd'hui pour des raisons souvent économiques. J'ai presque envie de dire que malheureusement, tout le monde n'ouvre pas des livres pour comprendre l'histoire de Berlin, les complexes de Berlin. Donc voilà, moi c'est ça qui m'embête un petit peu dans tout ce que je vois en ce moment, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai aucune haine avec le Hertha. Le Hertha est beaucoup plus gros théoriquement, même s'ils sont en seconde division, qu'Union Berlin. Mais voilà, si les gens... alors, je donne un exemple, excuse-moi, je suis un peu long. Je donne un exemple. J'étais en 2011 à Berlin pour le deuxième derby en seconde division depuis la réunification. On était à l'Olympiastadion, évidemment, 74 000 personnes, on était 25 000, les Herthaners étaient 50 000, ça n'a pas arrêté de s'enguirlander pendant, évidemment, toute la rencontre, on l'a remporté 2-1, et après, on sort du stade, de l'Olympiastadion, on sort du stade, et là, tu entendais la moitié des personnes qui disaient... Berlin a gagné et l'autre qui disait Berlin a perdu. Tu vois, c'est très important ce derby, mais il ne faudrait pas que ça devienne qu'il y ait des problèmes de violence, tout simplement. Ouais. Lucas, comment s'était passé, toi, ton passage à l'été 2023 entre le Hertha et Union? Disons que c'était... ça a été, en y repensant, franchement, ça a été... j'ai été forcément les premières semaines un petit peu délicates. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui est venu me voir dans la rue ou qui m'a dit quelque chose ou de mal. C'était plutôt par l'intermédiaire des réseaux sociaux. Et c'est un peu la société actuelle qui est comme ça. Mais non, au contraire, les gens étaient plutôt cool avec moi. Et au contraire, la plupart que j'ai croisés, ils m'ont dit qu'ils comprenaient, qu'il n'y avait pas de problème et que c'était le foot maintenant et ça fonctionne comme ça. C'est vrai que j'ai quand même pas mal hésité, mais voilà, c'est vrai que j'avais cette opportunité-là et surtout que je savais que Union, c'était un club familial et qui pouvait me correspondre et que je pouvais m'épanouir dans ce club. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette décision-là. Après, il y aura toujours des gens qui comprendront pas et qui l'ont pas compris, et ça je peux l'entendre. Il y a aucun problème, surtout que j'étais devenu, on va dire, sur les dernières années, sur ma dernière année au Hertha, un joueur pas mal aimé, on va dire, par le public. Donc c'est vrai que ça a pu déplaire à certaines personnes, mais voilà, après je devais penser
à ma carrière et ce qui était le mieux pour moi. Mais c'est vrai que forcément, ça a fait parler beaucoup ce transfert à ce moment-là. Oui, parce que tu quittes le Hertha qui est relégué à ce moment-là en deuxième division pour signer donc à Union. Est-ce que si je te dis que le plus gros changement, c'est le stade finalement, parce que tu es passé d'un grand stade comme le stade olympique, 74 000 places, comme le disait Polo, avec sa piste d'athlétisme, au Stadion Alderaltern Försterei, si je prononce bien, un vrai stade de foot, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bon, après, je l'ai vite retrouvé parce qu'on a été Oui. en Champions League, Oui. on jouait à l'Olympia Stadium. Donc, voilà, c'était pas. Je connaissais aussi. Mais ouais, c'est vrai que le stade, j'y avais. Pendant les derbies, je savais pendant que j'étais encore au Hertha, je savais où c'est que j'allais. Et ce stade, c'est vrai qu'il y a une ferveur particulière. Et ouais, franchement, il y a une très belle ambiance. Et pour nous, les joueurs, ça nous galvanise de jouer dans ce stade. Et ça peut être très compliqué pour des équipes de venir jouer dans notre stade parce que c'est assez petit. Ça crée une atmosphère un peu. C'est assez électrique quoi, de venir jouer chez nous. Donc ça peut déstabiliser pas mal d'équipes. Polo, il y a un truc marrant quand on regarde la carrière de Lucas à Berlin, c'est que donc au Hertha, 5 entraîneurs en 3 ans, à Union, 4 entraîneurs en 1 an, un peu plus. Ouais, on cherche le chat noir. Qu'est-ce qui se passe, Lucas? Il y a un truc, non? Les 5 coachs, en l'occurrence, au Hertha, c'était donc Labadia, Dardai, Korkut, Magat et Schwartz. Bon, évidemment, Lucas n'est pas responsable de l'instabilité, mais c'est vrai qu'au Hertha aussi, ça n'a pas été simple tous les jours, Polo. Hein. Ouais, mais alors là, moi, c'est là où je veux défendre Lucas. C'est-à-dire que Lucas, en Allemagne, lorsqu'on écrivait sur lui dans la presse allemande ou la presse régionale, hein, n'oublions pas qu'elle est très puissante en Allemagne, on a toujours jugé Lucas Touzard en fonction du montant de son transfert. 25 et millions ça, de c'est Lyon. 25 millions à peu près, ouais. Et je trouve ça anormal parce qu'en fait, il faut se rendre compte ce qui s'est passé. Alors, je vais faire très vite au Hertha Berlin. Le club du Hertha est un club extrêmement compliqué à gérer historiquement. C'est comme Hambourg, comme Schalke. Lorsque tu bosses là-bas, vaut mieux fermer tes fenêtres et tes portes parce que tout se sait. Donc, il s'est passé quelque chose de très important en juin 2019. C'est qu'on a un investisseur allemand qui s'appelle Lars Winhorst, qui était sulfureux. On le surnommait le Mozart de la finance. Il avait beaucoup de casseroles aux fesses au passage. Et il a pris en tout et pour tout plus les 2/3 du capital de la société commerciale en investissant d'un seul coup 374 millions d'euros. Je ne rentre pas sur le détail sur ce qui s'est passé, mais en fait, le transfert de Lucas l'année d'après, officiel au mois de janvier 2020, et même s'il sera encore prêté à Lyon pendant 6 mois, le Hertha Berlin sera le club le plus dépensier d'Europe à l'époque. C'est quand même fou ce qui s'est passé au Hertha Berlin pour en faire un grand club. C'était le fameux projet du Big City Club, donc de créer un grand club berlinois, vieille rengaine de la presse allemande qui veut absolument trouver un jour un grand club berlinois pour s'opposer justement à la domination de la province et notamment du Bayern Munich. Et puis ça a explosé en plein vol dans l'équipe, évidemment, explosé en plein vol dans les bureaux. Il y a eu différents directeurs sportifs, etc. Et le Hertha Berlin a même fini par descendre en deuxième division. Donc je vais faire très court parce que sinon on pourrait en faire une véritable émission. On en reparlera, je pense. Mais en tout cas, Lucas, souvent, ça m'a déplu parce qu'ils ont été... En fait, il est presque victime de la politique à l'époque qui s'est passé, d'aller chercher des stars ou des joueurs de très très haut niveau, et ça n'a pas été fait comme il faut dans les bureaux. Tout le monde se bouffait la tête. Il y a eu entre l'ancien directeur sportif Pretz, Klinsmann, Friedrich, Freddy Bobic, etc. En fait, ça n'arrêtait pas de changer tous les 6 mois et tout ça. Et donc, c'était délicat pour une équipe de réussir à s'installer durablement en Bundesliga et notamment en première partie de tableau. Ils ont voulu aller trop vite. Il s'est passé tellement de choses qu'il faudrait 2 podcasts pour le faire. Mais Lucas n'est en rien responsable de ce qui s'est passé là-bas. Lucas, ta réaction et comment tu as vécu ces années donc d'instabilité finalement? Vous avez fait Polo, c'est ça? Ouais. Vous avez très bien résumé ce qui s'est passé. Vous en savez pas mal. Et non, c'est vrai que franchement, en termes, j'ai signé, je suis revenu à Lyon. Je crois que une semaine après, le coach il était parti, qui m'avait fait venir, en l'occurrence Klinsmann. Donc à partir de là, voilà, je savais déjà, même en rentrant à Lyon, que le club, ça allait être compliqué, qu'il y allait avoir de l'instabilité. Donc malheureusement, c'était comme ça.
j'avais pris ma décision, mais c'est vrai que ouais, on va dire, j'ai très vite déchanté quand je suis arrivé. Bon, après, de par ma mentalité, que quand j'arrive dans un club et tout, de toute façon, je donne tout et j'ai tout donné pour ce club. Et voilà, j'estime avoir fait de mon côté mon job. Mais il y avait ouais, en fait, il y a eu beaucoup d'argent à un moment donné qui a été très mal géré. Et tout le monde voulait un petit peu mettre son nez, son grain dans ce club. Et au final, c'est parti un peu dans tous les sens. Et nous, les joueurs, on ne savait pas vraiment où aller, quelle orientation ça allait devenir, tout ça. Donc, ça mettait dans un climat un peu pas très serein, quoi. Ouais. Ouais, d'incertitude. Ensuite, après, il y a eu, vous l'avez dit, j'ai eu 5 coachs différents et des directeurs sportifs différents. Donc, en fait, à chaque fois, à chaque mercato, tous les 6 mois, donc il y avait un nouveau directeur sportif qui arrivait avec des idées. Donc et puis, il y avait un coach aussi qui arrivait et donc ils avaient des idées en tête. Donc, ils prenaient des joueurs. Et puis ensuite, après, 6 mois après, il y avait des changements de coach. Donc, en fait, ça ne correspondait plus aux mêmes idées qui avaient été faites par l'ancien coach. Puis, en fait, tout ce système-là a fait qu'il y a eu des joueurs qui sont arrivés, plein des recrues différentes, des nouveaux coachs. Et puis, en fait, c'est comme ça que le club s'est un petit peu perdu. Et puis, on s'est sauvé les premières années, in extremis, surtout la seconde année. Et puis, la dernière année, ma troisième année, on l'a payé cash. Malheureusement. Et puis c'était comme ça. Mais je pense que il y a eu, nous les joueurs, forcément sur le terrain, à un moment donné, on n'a pas fait notre job, mais je pense qu'aussi il y a eu des problèmes plus hauts et en interne et de dysfonctionnement qui ont fait qu'on en est arrivé là. Donc c'est un tout qui a fait que... Puis finalement, malgré cette instabilité, toi tu as été stable parce que quasiment 100 matchs disputés sur 3 saisons au Hertha, c'est pas rien non plus. Quel est ton meilleur souvenir de cette époque-là, finalement, parce qu'il doit bien avoir quand même? Ouais, on avait battu Dortmund 4-1 à l'Olympia Stadium. Non, franchement, il y a eu des super moments. Il y a eu la Relegation-Spiel qu'on appelle ici en Allemagne, qu'on a fait à Hambourg, où on s'est sauvé vraiment sur le dernier match. À l'aller, on perd 1-0 ici à Berlin et on va à Hambourg, tout le monde nous voyait déjà descendre et tout, et on arrive à gagner 2-0 ce match-là, et du coup on est maintenu sur ce match. Ça a été un moment fort pour nous, parce que forcément moi j'étais pas dicté à ça, j'arrivais de Lyon, nous on se battait pour les places européennes, pour la Champions League, et je suis arrivé et j'avais joué la relégation. Pour moi, je l'avais fait ma première année quand j'étais arrivé en pro à Valenciennes en Ligue 2, mais j'étais jeune, j'étais un peu insouciant, j'avais pas vraiment pris ça, on s'était maintenu, mais j'avais pris ça un peu à la légère parce que on est jeune et tout, bien sûr c'est différent, il n'y a pas les mêmes enjeux et tout. Là, j'étais vraiment conscient que derrière tout un club, c'était et tu joues pour la vie des salariés derrière et tout, donc c'est pour ça que j'essayais toujours de donner le maximum. Mais ouais, c'est vrai que c'est des moments pour moi que j'ai découvert et que c'était compliqué. Donc forcément, quand ça tourne dans le bon sens, après, ça reste un super souvenir. Polo, un dernier mot pour Lucas avant de le libérer. Un petit message là pour Union de cette saison? Moi, j'aimerais qu'il soit titulaire. J'aimerais qu'il devienne ce qu'il a fait, notamment sa dernière saison au Hertha Berlin, qu'il soit indispensable. Peut-être qu'on puisse évoluer un peu tactiquement parlant. Et puis, une chose, Lucas vient de parler du barrage. Je rappelle que le barrage, c'est pas pour descendre en seconde division. C'était 75 000 spectateurs d'un côté à Berlin contre 57 000 à Hambourg. C'est ça le football allemand. Ouais. C'est pas 5 000 spectateurs contre 3 000, quoi. C'est des gros clubs, des grosses machines qui sont là, qui s'affrontent. On n'a pas le droit aux erreurs de gestion, sinon ça se paye cash. C'est ce qui s'est passé au Hertha Berlin. Mais moi, ce que je souhaite à Lucas, c'est qu'il se stabilise, qu'on trouve peut-être des schémas de jeu un peu plus offensifs.
Parce que voilà, et puis qui disent à Hollerbach d'arrêter de m'énerver lorsque je le vois jouer. Voilà. C'est un Strassenspieler, c'est un joueur de rue. Il est capable de faire des choses formidables et parfois l'équipe est à gauche et lui joue à droite, quoi. Donc ça m'énerve un peu parfois. Voilà. Ouais, je peux comprendre, il n'y a pas de souci. Mais je pense que vous n'êtes pas le seul à vouloir lui dire ça, je pense. Mais non, c'est vrai que c'est un super joueur, c'est un jeune. Ouais. Il a des qualités de ouf, notamment dans le 1 contre 1. Après, il arrive si je ne me trompe pas, je crois, de 3e division. Ouais, donc pour lui, ce monde-là, il est tout nouveau, donc il ne sait pas encore. Il y a forcément une marge. Il doit s'acclimater à ce niveau-là, et il n'a pas eu une formation peut-être comme d'autres auraient pu l'avoir. Mais c'est un joueur qui est capable de faire des différences, des superbes différences. Bon, prenez garde, Polo va venir dans le vestiaire sinon. Lucas, merci beaucoup. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci pour ton temps, merci pour ta disponibilité. On te souhaite le meilleur évidemment pour cette saison avec Union Berlin. À très bientôt. Lucas évidemment sur l'antenne de RMC. Polo, merci. Merci mon cher Jérôme. Quel bonheur de parler d'Union avec toi évidemment. On sent que le cœur y est encore plus. On vous invite à vous abonner à l'After Allemagne, à la chaîne de l'After Allemagne sur RMC. N'oubliez pas de donner une note également. Et puis on vous dit à très vite. Salut. RMC After Allemagne.